Merci à tous d'être venus pour ce presque dernier talk de la DevFest. Il ne restera plus que l'excellent keynote de fin après. Donc moi, je vais vous parler d'Apache Spark et de Node.js, de JavaScript. Voilà, avec cette librairie EclairJS qui permet ce mariage un peu douteux, diront certains. J'en ai entendu tout à l'heure, mais bon, je vais vous en parler et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, en quelques mots, je m'appelle Bruno Bonin, je travaille chez MyScript. Je suis architecte, développeur. MyScript, c'est une société qui fait de la reconnaissance d'écriture, qui est un des leaders mondiaux, et qui fait notamment de la reconnaissance de textes, de formules mathématiques et autres diagrammes. Je vous engage à tester l'appli Nebo, qui est assez sympa, qui est gratuite pour l'instant. Donc allez-y, il y a au moins un développeur dans la salle du truc, donc il sera certainement content que vous testiez son truc. Et puis, si vous voulez regarder, il y a des web démos en ligne. Bien. Alors, Spark et Node.js. Je ne sais pas, qui connaît Spark? Ah, ça va, c'est cool. Et Node.js, eh ben, j'ai plus rien à vous raconter, c'est excellent. Non, alors juste pour faire court, pour ceux qui ne connaissent pas Apache Spark, Spark, c'est un environnement qui permet de faire du traitement de données distribué. On est dans un monde de big data. On va développer ces traitements avec un certain nombre d'API. Voilà, on va développer ces traitements. Et après, ces traitements vont être distribués sur des clusters de machines avec N nœuds. Ça va être ultra performant, beaucoup plus performant que les traitements faits dans Hadoop, parce que Apache, Spark travaille essentiellement en mémoire. À notre droite, nous avons Node.js. Alors Node.js, c'est l'environnement pour le développement de programmes en JavaScript côté serveur. Voilà, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Nous avons du big data d'un côté avec un certain nombre de langages. On va faire, en général, on développe en Java, en Scala, en Python, en R. Et tu nous dis, voilà, nous avons du Node.js de l'autre côté, et comment ce mariage va se faire? Eh ben, ce mariage se fait grâce à une librairie. Cette librairie s'appelait EclairJS. EclairJS, ça a été fait par ça vient de gens d'IBM. Ça a été open sourcé, c'est un projet open source. Vous le trouverez sur GitHub. Et les gens qui ont fait EclairJS se sont dit, voilà, nous avons deux environnements qui sont assez hype dans deux mondes différents. C'est comment faire en sorte que ces deux mondes puissent se rencontrer, comment faire en sorte que surtout que les développeurs JavaScript puissent faire aussi du big data, parce qu'il n'y a pas de raison de priver ces jeunes développeurs, parce qu'il faut être jeune quand même pour faire du Node.js. Merci. Merci public. Non, voilà. Non, on va faire en sorte que ces personnes, que les gens qui font du JavaScript aient le droit aussi de faire du Spark. Il n'y a pas de raison de les priver des bonnes choses. Donc ils sont partis d'un constat, c'est que voilà, d'un côté, nous avons le cluster Spark, avec le Spark Driver qui est le client, c'est là où va y avoir le main du programme, avec tous les traitements. Et nous avons de ce côté-là pour vous, oui c'est ça, les workers, là où va se dérouler effectivement le traitement de la donnée. Ça, nous sommes dans un monde JVM. Et donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On redéveloppe tout avec du Node.js qui va aller refaire tous les traitements que c'est très bien faire, les librairies Java que nous trouvons dans les JVM. Ouais, ça va être un peu chiant. Mais ils se sont dit aussi, hey, regardez, nous avons un truc assez sympa dans les JVM, c'est nous avons un moteur de script. Qui a déjà utilisé Nashorn, qui est le moteur de JavaScript dans... Il n'y a pas beaucoup de courageux. Hein. T'as honte? J'en ferai plus. Moi, j'en ai fait qu'une fois, effectivement. Il n'y a pas de quoi non plus être... Eh bien, eux, ils se sont dit, bah voilà, on va faire notre librairie qui va s'appeler EclairJS Nashorn, qui va reposer, qui va livrer un certain nombre d'API aux développeurs JS, et ce code JS sera interprété par le moteur Nashorn qu'on trouve dans les JVM, et ils vont wrapper toutes les classes Spark pour les offrir aux
aux développeurs JavaScript. Alors, il y a une autre partie dans Eclair.js, parce que je vous ai parlé de Node.js, là on n'était vraiment que dans le monde Java. Il y a une partie de Eclair.js qui est la partie Eclair.js Node.js, qui s'appelle maintenant, je crois, Eclair.js Client, qui, elle, va se connecter, va offrir la même API, grosso modo, que ce que offre dans le composant Nashorn, mais qui va être un petit peu différent parce que le dialogue va être un peu différent. Bon, je vais vous en parler un petit peu après. Voilà, il y a deux parties qui offrent les API. Les API Spark aux développeurs JavaScript. Petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas Spark. Spark, c'est composé de plusieurs composants. Donc il y a le cœur, Apache Spark, le core. Et nous avons le composant Spark SQL, le Spark Streaming et le Spark Machine Learning, et la partie graphics. Dans Eclair.js, on ne trouve que la brique de core, et les trois premières briques, c'est-à-dire Spark SQL, Spark Streaming et Machine Learning. L'implémentation ne couvre actuellement pas du tout la partie graphics. Peut-être que ça sera pour les futures versions. Donc un peu de code. Là, c'est un exemple absolument phénoménal de traitement de données. Le truc, c'est je lis un fichier. Alors, c'est pas un exemple complet, mais bon, c'est le début du word count. Je prends un fichier et je compte chacun des mots qu'il y a dans ce fichier. Il y a les différentes occurrences des mots. Donc ça, c'est le code en Scala. Parce que j'ai pas voulu mettre le Java, parce qu'il m'aurait fallu 15 slides, hein, bien sûr. Si j'avais fait ça en Python, ça aurait peut-être pris un demi-slide, ou un quart. Mais bon, je trouve que Scala est beaucoup plus élégant et beaucoup plus sympathique. Donc voilà, ça c'est l'exemple. Voilà, nous avons un certain nombre de méthodes de Spark, le flatmap, filter, map to peer, reduce by key. Et voilà ce que ça donne dans Eclair.js. Et ben, ils se sont dit, tant qu'à faire, on ne va pas non plus réinventer toutes les méthodes. Hein. Ils ont fait vraiment un mapping 1 pour 1 entre les méthodes qui existaient dans l'API Spark et ce qui va exister dans JS, dans Eclair.js. Donc on retrouve le flatmap des deux côtés, le filter, pareil, avec une fonction qui prend la ligne dans ce cas-là. Et pareil, on va retrouver le map to peer, le reduce by key. L'idée, c'est vraiment d'être sur un modèle où on va être le plus proche, si possible, de ce qui existe. Il n'y a aucune raison, de toute façon, de réinventer la poudre, parce que de toute façon, ces fonctions-là vont être mappées sur les objets Spark qui est en dessous. Donc si on commence à mettre d'autres noms, ça va être complètement ridicule. Donc l'idée, c'est, voilà, toute la doc, elle est super bien faite dans Spark, et ben, vous allez avoir dans la doc Spark toutes les méthodes, description des flatmaps, les filters, tout ça, et ben, vous allez pouvoir quasiment les appliquer dans votre code JavaScript. Alors ça, c'est un exemple de Spark Core. Un autre exemple, ça c'est un exemple de l'API Spark SQL. Donc là c'est pareil, on lit un fichier, on imprime le schéma, on fait une requête select avec l'âge plus de 30. Là on a un register timetable où on enregistre les données dans une table et après on peut faire un select dessus. Pareil, c'est du Scala. Et donc d'après vous, qu'est-ce que ça donne par contre là, dans Scala, qu'est-ce que ça donne en JavaScript? Eh ben, ça donne quasiment le même code. J'ai peut-être pas fait un copier-coller, mais presque. On retrouve exactement pareil, toutes les fonctions qui existent aussi dans Spark SQL. Le principe est le même dans Spark, dans le partie Machine Learning. On est vraiment sur du kiff-kiff, enfin c'est vraiment un point. Alors ce code-là, il est très bien, mais dans Node.js, on peut Node.js, on peut très bien s'en servir. Par exemple, on a besoin d'application qui va être, voilà, j'ai une HM-Web, elle va s'appeler un service. Ce service va s'appeler, par exemple, ici, le /word. Donc, je vais appeler cette API et je vais, le retour de cette fonction, de cet appel d'API, va me retourner le résultat des mots. Enfin, là, c'est l'ensemble des mots d'un fichier. Alors, ce que fournit en plus Eclair.js pour le code qui sera exécuté dans Node.js, c'est des promesses. Vous allez avoir le then et le catch, bien sûr, pour faire vos retours de fonctions. Ça, c'est important, parce que si on restait bloqué sur le collect qu'on trouve là et que le collect prend 10 heures, vous allez bloquer complètement Node.js, c'est pas très sympa.
Donc voilà, il y a des promesses qui sont fournies par l'API Eclair dans Node.js. Il y a un autre point intéressant, sur lequel il va falloir être super vigilant si un jour vous faites du Spark dans Node.js, c'est la partie qui est le code, la fonction qui est dans le flatmap. Là, j'ai mis, voilà, je fais un something plus un, enfin, j'utilise une variable qui est déclarée à l'extérieur, et je fais un console.log, voilà. J'ai le droit, non? Je fais ce que je veux. Ouais, le problème, c'est ce dont il faut se souvenir, c'est que ce code-là, la fonction qui est dans le flatmap, elle est exécutée dans le cluster Spark. Ça va être exécuté par la machine Java, pas du tout exécuté dans Node.js. Ça veut dire que, tout ce qui est utilisation d'une variable qui est déclarée à l'extérieur, comme là, something, il ne faut pas du tout faire ça, parce que le moteur JavaScript dans la JVM, il ne connaît pas du tout cette variable-là. C'est pareil, console.log, ça n'existe pas dans Nashorn, c'est print, on utilise print. Et autre chose, Nashorn, il est compliant ES5, c'est-à-dire que là, j'avais utilisé la notation arrow pour définir ma fonction. Si vous faites ça, le code Nashorn, lui, il n'en veut pas, il dit « je ne sais pas faire, je ne sais pas ce que c'est que ce truc ». Donc voilà, il y a quelques règles qu'il faut avoir en tête quand on développe les fonctions de traitement de la donnée, des données. Voilà, ce code métier, il ne sera absolument pas exécuté dans Node.js, évidemment, il sera exécuté dans le cluster Spark par le moteur, par Nashorn. Donc c'est important de bien avoir ça en tête. Alors, parlons un petit peu de déploiement, pour revenir sur l'aspect Node.js, Eclair.js, Node.js. La communication entre Node.js et le cluster Spark ne va pas se faire en direct comme ça. Il va y avoir une couche que vous allez devoir ajouter, qui est Jupyter. Je ne sais pas si vous connaissez Jupyter. Jupyter, c'est un notebook, c'est un peu comme Apache Zeppelin, ça permet de faire du... voilà, on est sur une IHM, on fait des jobs, enfin on fait du code, et puis je crois que c'est en Python essentiellement. Et après, ce code est envoyé pour exécution. Donc vous allez être obligé de mettre ça en place. En plus de ce Jupyter Notebook, qui est le cœur de Jupyter, vous êtes obligé de mettre en place aussi un petit composant, ce qui s'appelle un kernel, je crois, dans Jupyter, qui s'appelle... enfin, un kernel qui utilise Apache Theory. Apache Theory, c'est un projet qui sert de gateway à Spark. Donc vous êtes obligé de mettre en place ça, Jupyter plus le kernel Apache Theory, pour faire en sorte que la communication se passe entre votre application Node.js et le cluster Spark. Alors ce qui va se passer, c'est que quand vous allez déclarer votre contexte Spark dans Node.js, il va automatiquement établir une connexion WebSocket entre votre code dans Node.js et Jupyter. Il va y avoir une connexion. Et ensuite, à chaque fois que vous allez lancer du code, va y avoir le code va passer vers Jupyter. Jupyter va appeler Apache Theory, et après là, ça va être un Spark Driver classique qui va lancer le traitement. Voilà. Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'en plus des librairies qu'il va falloir déployer au bon endroit, c'est bon, le module côté Eclair.js, Node.js, et les libs Nashorn côté Cluster Spark. Il va falloir en plus déployer, ça devient un petit peu lourd, je vous l'accorde, Jupyter. Ça se passe plutôt bien, franchement, c'est un pip machin bidule Jupyter, et puis installer Apache Theory, c'est pareil, c'est une ligne de commande, ça se passe très très bien. Une petite config peut-être par-ci par-là, bon. Globalement, ça se passe plutôt pas mal, il ne faut pas s'inquiéter. Et c'est comme ça que ça va se passer. Autre point, c'est qu'on peut aussi très bien faire du Eclair.js sans le faire dans Node.js. Il y a un interpréteur, un shell qui traîne, et ce shell-là, lui, par contre, il va aller attaquer directement le cluster manager. C'est un Spark Submit qui est fait. Et donc, en fait, il y a une classe qui s'appelle Spark.js qui prend le code et puis qui l'interprète directement. Moi, c'est essentiellement cette partie-là que j'ai utilisée. Une petite démo, vite fait? Ouais, on a le temps. Hop, non, c'est là. Alors attention, c'est hyper visuel, ça fait mal aux yeux. Voilà, donc là, j'ai l'application, elle est très simple.
J'ai un Node.js qui a des services, quelques services, un service /SQL, un service /streaming, un service /wordcount. Super, quelle imagination. Et donc je peux lancer des commandes qui vont aller s'exécuter dans Spark. Là, je fais un select étoile from people, et donc je récupère le résultat de cette requête. Donc le code source de ce truc-là. Hop, je sais pas, vous voyez bien, ouais. Donc voilà, ça c'est le code qui est exécuté, le code de Node.js. Donc on déclare les dépendances, require machin bidule. On lance on déclare notre Spark context qui va aller se connecter sur un cluster. Il est local, hein, je n'ai pas non plus tout déployé sur Amazon dans la soirée. Et donc le code du post SQL là, où je fais juste, je fais le register template table, pardon. Et donc on collecte, je récupère les résultats de ma requête, et donc là j'ai ma promesse Zen et le catch qui est ici. Voilà, c'est ce qui est exécuté côté Spark, pardon, je vais y arriver. Et juste pour finir, pour vous montrer, c'est pas que du bluff. Voici l'appli, la UI Spark. Et donc j'ai bien mon Spark client qui est là, qui tourne, en fait, il tourne continuellement. Une fois qu'il est démarré, une fois il tourne continuellement. C'est le Apache Story qu'on voit là, ce qui fait ça. Donc il est continuellement présent. Et donc c'est bien un truc qui s'est bien exécuté dans Spark. Je ne vais pas pipoter, pas plus que ça. En conclusion, on est en fin de conf, on est un petit peu fatigué. Ce qui est super intéressant avec EclairJS, c'est que c'est très facile à apprendre pour ceux qui ont déjà fait du Spark. C'est-à-dire que si vous connaissez l'API Scala, vous allez pouvoir très vite faire des petites applications. Pour les développeurs JS qui n'ont jamais fait de Scala, qui n'ont pas fait de Scala, mais qui veulent quand même faire du Spark, je trouve que c'est une très bonne introduction à Spark. Ça permet vraiment de monter en compétences assez rapidement parce que, voilà, vous allez, le développeur JavaScript, il va faire son code JavaScript comme il le fait, enfin comme il a l'habitude de le faire. Il va utiliser toutes les API qu'on connaît côté Spark. Et il ne sera pas obligé d'apprendre un nouveau langage s'il ne connaissait pas Scala, ou il ne va pas être obligé de faire du Java qui va lui prendre des heures pour faire juste un truc super simple. Donc c'est super intéressant, je pense. Pour ces deux cas-là, c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Autrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est un projet qui est en cours de développement. Il recherche du monde, d'ailleurs, si vous êtes fort en Java et fort en JavaScript et fort en Spark, je pense qu'ils seront très heureux de vous voir participer. Et donc, en fait, la dernière version qui est sortie, juste pour terminer, voilà, elle est compliant avec Spark 2.0, alors que la version d'avant, de début de l'année, était juste compliant avec la version Spark 1.6 de mémoire. Donc voilà, c'est un truc qui vit, qui est super intéressant. Moi, je vous invite à l'utiliser pour ceux qui veulent faire un peu de Spark et qui ne veulent pas faire du Scala, par exemple. Franchement, en utilisant juste le shell, le shell d'EclairJS, ça vous permet d'aller très très vite et d'arriver rapidement à des résultats assez sympathiques. Donc, je vous encourage à l'utiliser si c'est votre envie, besoin, comme vous voulez. Voilà pour moi. Si autrement, le code de test, j'ai tout mis sur le GitHub, c'est pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, si ça vous intéresse, voir à quoi ça ressemble. Bien sûr, pas de questions. Merci. J'ai du mal à comprendre quelle forme de code transite entre le runtime Node et la JVM. C'est quoi, c'est le string qui passe ? Ouais. D'accord. Alors, la question, c'est sous quelle forme transite le code JavaScript de Node.js vers le cluster Spark. En fait, il y a un message JSON qui est généré à partir des fonctions, tout ça, qui est transféré via la WebSocket vers Jupyter, et puis après, qui est transféré, le code est transféré sous forme, c'est vraiment une string. Hein. Du coup, il y a un eval qui est fait côté Nashorn. C'est ça, exactement. C'est l'équivalent du eval, ouais, c'est ça. Exactement. C'est pas plus compliqué que ça, ouais.
Super, merci. Bon, merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a un REPL pour ça, comme quand on fait avec Spark, on fait les expressions directes, on peut évaluer de manière itérative avec ça? Ah, je sais pas, non. Non, je crois pas. Ok, bah merci.